On a entendu cette semaine un festival de propositions fascisantes. Je voulais vous le montrer dans un montage comme je les aime, mais vu l'ignorance, la bêtise, la méchanceté de ces gens-là, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas leur laisser la parole. Alors quand ça déborde, il n'y a qu'un seul geste de bonne hygiène mentale et politique. Bonsoir à tous. Un professeur d'histoire a donc été assassiné parce qu'il enseignait nos valeurs les plus chères, celles de la liberté et de la République. Les policiers, les juges évaluent les responsabilités pénales, une commission parlementaire enquêtera peut-être sur des défaillances institutionnelles, et des journalistes spécialisés et surtout des chercheurs en sciences sociales doivent réfléchir aux causes du terrorisme. Moi, je ne suis rien de tout ça, mais comme chroniqueur critique formé à la philosophie, mon boulot ici, c'est de faire un pas de côté et de réfléchir au sens du mot qui est sur toutes les bouches. On va donc sortir le dossier de la République. Alors c'est quoi la République? C'est la même chose que démocratie, non? Mais c'est quoi la différence avec la nation ou encore l'État? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est vachement abstrait à ce niveau. On ne sait pas précisément comment ça se définit, mais en tout cas on sait que c'est bien. Il faut être républicain. Beaucoup entendaient aussi ce soir défendre la liberté et les valeurs de la République. La République, c'est le concept consensuel par excellence. C'est le cadre qui organise la libre coexistence des individus. On doit penser aussi au fait que faire République, c'est tout simplement ne pas avoir peur et afficher nos principes. République, voilà bien un mot employé à tout bout de champ. Parfois à juste titre, mais parfois pour faire de la langue de bois. Et c'est ça qui va nous intéresser. Toutes ces fois où des politiciens ou des éditorialistes disent République, République, pour masquer le vide de leur discours sur une question politique ou un conflit social, éviter de se justifier et se débarrasser d'une critique. Chacun y va de sa petite formule. Vous pouvez d'ailleurs faire l'essai. Vous tapez La République c'est et vous laissez votre correcteur finir. La République c'est... Double ration de frites, c'est la République. À force de sortir ce terme à tort et à travers, le risque c'est qu'il apparaisse comme un totem que le pouvoir brandit à chaque fois que quelqu'un remet en cause le système en criant un peu trop fort. La République a vu ses symboles attaqués. Le signe de la langue de bois, c'est qu'en entendant ces déclamations, on ne se sent pas plus avancé pour savoir comment défendre concrètement et appliquer ces fameuses valeurs de la République. Et encore pire, c'est faire comme s'il suffisait de répéter comme un robot la devise pour que ces principes soient effectifs. C'est ça la République. Donc d'un côté, on a une idée difficile à comprendre, de l'autre, on a des gens de pouvoir qui font comme si c'était une évidence, une notion qui fait toujours l'unanimité, une sorte de formule magique qui permet de sortir de toute crise. Il faut comprendre que cette représentation de livre pour enfants ne correspond pas du tout à la réalité, en particulier historique. On se trompe si on croit qu'il n'existe qu'une seule vision de la République qui s'est améliorée petit à petit en 2 siècles. Non, dans l'histoire, l'idée de République a toujours été affaire de conflits, souvent sanglants, non seulement contre les forces qui veulent la voir périr, mais aussi en son sein, dans la famille des républicains. Prenons la Grande Révolution pour point de départ. L'idée républicaine naît pour en finir avec l'Ancien Régime. Contre la monarchie absolue, les révolutionnaires proclament la souveraineté du peuple. Contre la société d'ordre et de privilèges, ils proclament l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de statut social ou de religion. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Il y a alors ceux qui vont se contenter de ça, et ceux qui veulent approfondir ces changements. Jusqu'où faut-il aller? Souveraineté du peuple, d'accord, mais comment l'organiser? Sur la question du droit de vote, masculin à l'époque, mais il n'empêche que certains considèrent que c'est que les citoyens actifs, ceux qui payent l'impôt, qui ont le droit de vote, et il y a aussi d'autres personnages, une fois de plus, Maximilien Robespierre ou certains de mes jacobins, de ceux qui considèrent quand même que tous les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, doivent pouvoir voter. Hommes, masculins. Et jusqu'où approfondir l'égalité? Certains considèrent qu'une simple égalité devant la loi suffit, malgré des conditions sociales profondément inégales. Et il y a par contre d'autres personnages qui sont un peu ce noyau de jacobins du grand comité de salut public qui eux considèrent qu'il faut penser la question des prix, de limiter éventuellement les prix, qu'il faut un État aussi qui intervient et que on va dire ce libéralisme économique ne se suffit pas. Si on prend la déclaration des droits de l'homme au sérieux, il faut aussi des droits sociaux. Bon. Les Jacobins se souviennent de cette formule de Rousseau, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre.
comment organiser la société, comment faire république, comment faire res publica, comment est-ce qu'on va être une communauté de citoyens libres et égaux à partir de cette conception du droit à l'existence. Robespierre le théorise très bien dans son discours du 2 décembre 92, où il explique que la propriété doit être soumise à l'intérêt général, au bien commun. Et ces conflits vont se poursuivre tout au long du XIXe siècle. L'idéal politique de ceux qui veulent pousser plus loin les avancées de la Révolution, c'est le camp de la gauche, ça va s'appeler la République sociale. La République démocratique et sociale, ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple. Il faut désormais que les mots deviennent vrais. On va associer liberté, égalité, fraternité dans la réalisation. Donc, cette démocratie, cette République, elle sera la République démocratique et sociale, de façon à ne rien oublier. Ne rien oublier, c'est-à-dire la législation sur le travail, les droits syndicaux, les ateliers nationaux, etc. On voit bien là toute la conflictualité dans l'histoire, de sorte qu'aujourd'hui, tout le monde dit République, mais tout le monde ne fait peut-être pas référence à la même chose, à la même tradition. La République, c'est un peu le vocabulaire commun, je dirais, de quasiment à la totalité de l'échiquier politique, parce que Jean-Luc Mélenchon se dit extrêmement républicain, mais en se situant justement dans une perspective plutôt de remonter à la République sociale du 19e. Vive la République! Vive la sociale! En 1848, on était très républicain, évidemment contre la monarchie qui venait de s'effondrer, mais aussi parce que la République, elle était porteuse d'une idée qui d'une certaine manière devait désormais aller plus loin et intégrer la question sociale. L'histoire de la République, c'est toujours l'histoire d'une lutte entre au moins trois forces. Des républicains qu'on pourrait dire progressistes, ceux qui veulent la République sociale, des républicains libéraux modérés, et des réactionnaires, qui rêvent carrément d'un retour à l'ancien régime. On les trouve notamment dans le clergé, d'où le combat pour la laïcité. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est que les forces modérées au sein du camp républicain s'allient avec les réactionnaires pour prendre le pouvoir et freiner les ardeurs des républicains les plus progressistes. On retrouve systématiquement cette reprise en main conservatrice. C'est le cas pour la Première République. Cette neutralisation permet de passer à une révolution bourgeoise, afin de mettre fin à la révolution sociale. Disons qu'on est on constitue une république de propriétaires. De possédants, voilà. Voilà, de possédants, et ce que Babeuf dira par la suite, il dit que ce n'est pas une république, c'est une ré privée. Puisqu'elle n'est pas pour tous, mais elle est pour quelques-uns. Res publica, res privata. C'est le cas pour la Deuxième République. La République démocratique et sociale va être substituée par la République tout court. Or, la République tout court, qui est une république d'ordre, n'a strictement rien à voir avec la République démocratique et sociale. Elle va simplement renaître une troisième fois, d'une certaine manière, pendant la Commune de Paris. La Troisième République naît en effet sur les monceaux de cadavres des communards exécutés par les troupes d'Adolphe Thiers, le chef de l'État. Thiers, c'est celui qui dira « La République sera conservatrice ou ne sera pas ». Et devinez quel fils spirituel Christophe Barbier va trouver à Adolphe Thiers. En massacrant les communards, ils sauvent la République. Oui. Sinon, nous aurions eu Lénine, maire de Paris et président de la France à ce moment-là. Donc, Adolphe Thiers, même dans son côté répressif, et Macron l'a été, moins sanglant, avec les Gilets jaunes, l'ordre et les libertés nécessaires, disait Adolphe Thiers. Il y a une vraie filiation aussi avec Adolphe Thiers. Bon, on va à toute allure, et je vous fais grâce du XXe siècle. Mais ce que nous montre ce voyage historique, c'est que contrairement à ce que suggère la saturation de références consensuelles à la République, ces conflits sont toujours là. Nous en héritons. C'est pour ça qu'il faut toujours demander, c'est un petit truc que je vous donne, de quelle République parlez-vous? De la République sociale? De celle de Thiers? De celle des Jacobins? De celle de De Gaulle? Et je vous propose d'examiner ce qui se passe actuellement à la lumière de l'histoire. Il y a un sursaut républicain unanime contre le terrorisme, mais il y a aussi un effet d'aubaine pour les forces conservatrices. Parce que celles-là n'ont que le mot République à la bouche, mais ne proposent pas de politique franchement républicaine. En préférant par exemple des mesures néolibérales à des politiques égalitaires, ou encore en attaquant l'école publique. Ces courants droitiers, qui sont au pouvoir depuis des années, instrumentalisent la situation pour régler leurs comptes avec les républicains progressistes, issus de la tradition de la République démocratique et sociale. Je tiens à saluer de manière républicaine ce que Pascal appelait l'esprit de finesse chez M. Mélenchon. Je n'ai pas le sentiment d'avoir tenu un discours contre les musulmans, mais tout le contraire. Mais vous voyez que son projet politique est la caricature pour impuissanter la République. Voilà ce qui se joue sous la hargne et la mauvaise foi des accusations d'islamo-gauchisme. Lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République.
Voilà la réalité, monsieur Corbière. Ce à quoi on assiste, mais c'est un classique dans l'histoire, c'est la tentation pour les libéraux de s'allier aux réactionnaires pour liquider les forces progressistes. Donc il faudrait vraiment une révolution, j'allais dire, réactionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire... Et au fond, peut-être que la meilleure manière de rendre hommage à Samuel Paty, c'est de prendre au sérieux son métier de prof d'histoire géo dans l'éducation nationale. Et donc, en rappelant la conflictualité passée et présente entre les républicanismes, au lieu de tenter de soigner les fractures de la société française en rabâchant mécaniquement un catéchisme républicain, creux et dépolitisé. Bon courage, on se retrouve dans 2 semaines.